La photographie apparaît dans chaque rétrospective sur les Kennedy. Le 6 mai 1944, une mariée sur les marches d'un bureau d'état civil londonien au bras de son frère. L'Amérique se souvient d'une histoire d'amour. Son église appelait cela un péché mortel. Sa mère aussi qui était restée à la maison. Sur les 9 enfants Kennedy, un seul était présent. Il était mort moins de 14 semaines plus tard. Et le marié pour qui elle avait risqué la damnation s'était vu offrir une porte de sortie par son propre père anticatholique. Il l'a refusé. 4 ans plus tard, elle était marquise à Londres et sa propre mère menaçait de la déshériter. Tout a commencé dans une ambassade de Londres en 1938. Commencez par la pièce, car la pièce vous dit tout. Un bureau d'état civil est un guichet municipal. C'est là où l'on va en Grande-Bretagne quand une église ne veut pas de vous, ou quand on ne peut pas attendre, ou quand quelqu'un s'y oppose. La cérémonie a duré environ 10 minutes. Il n'y avait ni messe, ni prêtre, ni bénédiction nuptiale, ni père de la mariée. Pour une femme élevée comme Kathleen Kennedy l'a été, école de couvent, chapelet quotidien, une mère qui considérait la foi comme le véritable héritage de la famille, une cérémonie civile n'était pas un raccourci charmant en temps de guerre. C'était, selon la théologie qu'on lui avait enseignée depuis qu'elle savait lire, un péché public et continu. Elle le savait en entrant. Elle a quand même souri, les photographes ont eu leurs photos, et c'est cette photo qui a survécu. Regardez l'homme qui lui tient le bras. C'est Joe Jr., l'aîné, celui que l'on préparait à la présidence. Il était le seul membre de sa famille présent dans le bâtiment, et il avait passé des semaines à écrire à la maison pour la défendre. Il serait tué lors d'une mission bénévole en août, donc la question que soulève la photographie n'est pas de savoir si elle était amoureuse. Elle l'était. La question est de savoir pourquoi le prix à payer était si élevé, qu'il a fixé, et pourquoi elle a accepté de le payer. Pour comprendre cela, il faut savoir ce qu'elle avait déjà vu arriver à une femme Kennedy qui sortait du rang. Elle était née à Brookline en février 1920, quatrième d'une fratrie de 9, et elle est devenue presque immédiatement l'atout charme de la famille. Joe Jr. avait de l'ambition. Jack avait une intelligence maladive et sarcastique. Kik avait ce qu'on ne peut pas fabriquer, la capacité d'entrer dans une pièce pleine d'inconnus et d'en ressortir avec des alliés. Son surnom venait de sa propre agitation. La façon dont sa mère gérait cette agitation, c'était par le contrôle. Rose Kennedy élevait ses enfants selon un système, fiches pour les dossiers médicaux, contrôle de poids, lectures imposées, messe, confession, vendredi sans viande, et une phrase qu'elle aimait répéter tirée de l'évangile selon Luc. À qui l'on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Milans. Quand Kik fut envoyée au couvent du Sacré-Cœur à Noroton, dans le Connecticut, elle s'en sortit très bien, se classant parmi les meilleures de sa classe et se lia d'amitié avec tout le monde. Puis, à 15 ans, elle fut envoyée dans un couvent Holy Child à Neuilly, près de Paris, où les religieuses lui donnèrent un surnom qui aurait dû alerter quelqu'un, Mademoiselle Pourquoi, Miss Why. Ce n'était pas une rebelle, c'était une négociatrice qui ne cessait de demander « Au nom de quelle autorité ?» Il y a une seconde chose dans cette enfance, et elle compte plus que les couvents. Sa sœur aînée, Rosemary, avait une déficience intellectuelle, et en 1941, alors que Rosemary avait 22 ans, leur père autorisa une lobotomie. Cela échoua de façon catastrophique. Rosemary fut internée et effectivement retirée de la vie familiale pendant des décennies. Les plus jeunes enfants ne reçurent pas d'explication franche. Elle n'était tout simplement plus là, et la vie de la maison continuait. Kik avait 21 ans. Elle venait d'assister à ce qui arrivait lorsqu'une fille Kennedy devenait un obstacle à l'avancement de la famille. Personne n'avait besoin d'énoncer la leçon. Maintenant, placez-la à Londres. Son père fut nommé ambassadeur des États-Unis auprès de la cour de St. James, et la famille arriva au printemps 1938 dans un pays qui les trouvait fascinants et légèrement absurdes. Kik avait 18 ans. Elle fut présentée à la cour. Elle mâchait du chewing-gum sur les trottoirs de Mayfair. Elle affublait de surnoms ridicules des ducs adultes, et les jeunes Anglaises, formées depuis la naissance à garder leur contenance, la regardaient rire de ses propres erreurs sans pouvoir rivaliser. La presse décida qu'elle était la débutante de l'année 1938. Cet été-là, elle assista aux fêtes qui comptaient, et lors de l'une d'elles, elle rencontra William Cavendish, surnommé Billy, marquis de Hartington, héritier du duc de Devonshire et de Chatsworth. Il était réservé. Elle non. C'est généralement là que ces histoires s'arrêtent. Voici la partie qui est souvent passée sous silence. Les Cavendish n'étaient pas simplement protestants. Ils étaient leurs protestants de façon institutionnelle, historique et constitutionnelle. Cette famille avait contribué à placer un protestant sur le trône d'Angleterre en 1688 et avait passé les 2 siècles suivants du côté anticatholique dans presque tous les débats importants. Le père de Billy, le 10e duc, était de l'avis général le Cavendish le plus anticatholique de son temps, et la mère de Kik possédait un titre papal. 2 dynasties, chacune considérant la religion comme une affaire de famille. Une idylle entre eux n'était pas une affaire privée, et tous les intéressés l'avaient compris en environ une semaine.
Puis la guerre est arrivée. Son père a renvoyé la famille aux États-Unis en 1939 et Kik a passé 4 ans en Amérique à languir, c'est la version que l'on entend généralement. Ce qu'elle a réellement fait pendant ces 4 années est plus intéressant et plus instructif. Elle a pris un emploi au Washington Times Herald. Elle a commencé comme assistante. Elle écrivait des brèves et des critiques, et elle passait ses journées dans une salle de rédaction à observer comment une histoire se construit, qui est appelé, qui est flatté, quel détail devient le titre, comment une personne devient un paragraphe. C'est le chapitre le moins romantique de sa vie, et c'est celui qui rapporte le plus tard. Gardez cela en tête. Elle ne pouvait pas non plus retourner en Angleterre, car les civils ne pouvaient pas réserver de place en zone de guerre. Elle a donc trouvé une solution. La Croix-Rouge envoyait des volontaires animer des clubs pour soldats américains. Elle a postulé en utilisant toutes ses relations et, en juin 1943, est arrivée à Londres pour gérer un club à Hans Crescent, servant des beignets et organisant des bals pour des soldats, ignorant que leur hôtesse était la fille de l'ancien ambassadeur. Elle avait orchestré son propre retour. Personne ne l'avait envoyé. Cette distinction aura son importance plus tard. Billy était dans les Coldstream Guards, et tous deux ont repris leur relation presque immédiatement. Et dès l'automne, les familles des deux côtés comprenaient que cela allait devenir un problème administratif. L'obstacle n'était pas l'affection. L'obstacle était une règle. Selon la loi catholique en vigueur à l'époque, un catholique épousant un protestant avait besoin d'une dispense, et cette dispense exigeait une promesse écrite que les enfants seraient élevés dans la foi catholique. Pour la plupart des couples, c'est une conversation difficile. Pour l'héritier d'un duché dont la famille avait bâti toute son identité publique sur l'establishment protestant, un fils aîné catholique était une impossibilité structurelle. Billy n'était pas d'accord. Kik ne pouvait pas accepter sans lui. Alors tous deux ont passé des mois à chercher une faille théologique, consultant des prêtres, consultant des évêques, proposant des compromis, fils anglicans, filles catholiques, ce genre d'arrangement, et recevant des refus de Rome comme de Westminster. Au milieu de tout cela, le mariage a acquis un prix politique. En février 1944, le député en poste pour West Derbyshire est décédé. C'était le siège des Cavendish, la circonscription voisine de Chatsworth, le genre de siège qu'une telle famille considérait comme un héritage depuis le XVIIIe siècle. Le duc a proposé son fils comme candidat officiel de la coalition, en partie, selon plusieurs témoignages, pour l'éloigner des combats. Kik s'y est investi corps et âme. Elle adorait les séances de stratégie nocturne. Elle a fait du porte-à-porte sous un faux nom pour que son accent américain et son nom de famille américain ne fassent pas perdre de voix. Cela a quand même coûté des voix. Le candidat indépendant, Charlie White, s'est opposé frontalement aux privilèges hérités dans un pays qui avait passé 4 ans sous les bombes et n'avait aucune envie d'être représenté par un marquis. Il avait aussi le nom Kennedy à gérer, et le nom Kennedy en Grande-Bretagne en 1944 signifiait l'ambassadeur qui avait déclaré à un journal américain que la démocratie était finie en Angleterre. Le 17 février, Billy a perdu de plus de 4000 voix dans un siège Cavendish face à un homme qui faisait campagne contre les Cavendish. Ce résultat a eu 2 conséquences. Il a humilié une famille qui n'avait jamais perdu là-bas, et il a démontré publiquement, chiffres à l'appui, qu'épouser une américaine catholique avait un coût mesurable. Si le duc avait voulu une excuse pour tout arrêter, il en avait une. Il a fait le contraire. Selon le récit tiré des papiers de famille et du cercle de Devonshire, le 10e duc, celui qui était anti-catholique, l'intransigeant, a dit à son fils que s'il épousait Kik et la laissait rester catholique, la famille ne le renierait pas. Pas de désaveu, pas d'exil. Prends la fille et assume les conséquences. Billy a dit non. Non pas à elle, mais à l'exemption. Il sentait trop lourdement le poids de la succession pour risquer le duché sur une promesse papale concernant ses enfants à naître. Si le mariage devait avoir lieu, c'est elle qui devrait faire un sacrifice, et ce qu'elle devrait abandonner, c'était la valeur sacramentelle de sa propre âme. Sa mère la voulait. Son père lui avait offert un moyen de garder sa foi. C'est son futur mari qui a fermé cette porte. Et de retour à Boston, sa mère avait déjà commencé à passer des appels. La campagne de Rose Kennedy pour empêcher le mariage n'était pas une affaire de lettres de désapprobation. C'était une opération, et elle la menait avec la même rigueur qu'elle apportait à ses fiches. Elle écrivait à Kik au sujet de ce que la famille avait toujours cru et de ce que les voisins de la paroisse et de l'église penseraient. Elle a utilisé le mot « scandale ». Elle a organisé l'intervention de prêtres. Selon les biographes qui ont étudié les archives Kennedy et Devonshire, elle a contacté ses relations dans la hiérarchie américaine. Les Kennedy étaient proches de l'archevêque Spellman de New York et un archevêque fut envoyé pour dissuader sa fille. Rose fit aussi quelque chose de plus discret et de plus efficace. Elle a temporisé.
Elle avait déjà réussi, plus tôt pendant la guerre, à maintenir les deux sur des continents séparés, et maintenant elle jouait avec le calendrier, incitant au report, à davantage de consultations, exhortant Kik à rentrer à la maison pour réfléchir. Il existe une version de cette histoire dans laquelle Rose n'est qu'une femme froide. C'est trop facile et cela minimise la cruauté de la situation. Rose croyait sincèrement et profondément que sa fille était sur le point de faire quelque chose qui la séparerait définitivement de Dieu. Du point de vue de cette conviction, tout ce qu'elle faisait relevait du sauvetage. Le problème, c'est qu'un sauvetage et un siège peuvent sembler identiques vus de l'autre côté. Kik passa l'hiver et le printemps 1944 à être courtisée par deux dynasties, toutes deux représentées, toutes deux dotées de théologiens, mais aucune ne lui demandait réellement ce qu'elle voulait. La duchesse de Devonshire, que tout le monde appelait Musha, avait très tôt décidé que cette américaine était un atout et s'était comportée dès lors comme si tout était réglé, l'invitant pour Noël, la traitant comme un membre de la famille avant même que le moindre document officiel n'existe. Le duc avait fait sa proposition et s'était vu opposer un refus par son propre fils. Rose menait campagne à Boston, à Londres et à Rome. Des prêtres d'un côté, un ancien establishment protestant de l'autre, et au milieu, une femme de 24 ans à qui l'on demandait de choisir quel groupe de personnes elle était prête à perdre. Elle a parlé à des prêtres. Elle a parlé à Joe Jr., qui volait depuis Suffolk et qui est descendu à Londres pour lui dire, en substance, d'y aller. Elle a choisi Billy, et elle n'a jamais prétendu que ce choix était sans conséquence. C'est cela qu'il faut garder à l'esprit. Elle ne s'est pas convaincue que l'Église avait tort. Elle a simplement décidé qu'elle désirait cela plus que d'être en règle, et elle l'a fait en toute connaissance de cause, ce qui est plus difficile et plus solitaire que la défiance. Donc, le 6 mai 1944. Ils se sont mariés au bureau d'état civil de la mairie de Chelsea sur King's Road, même si certaines sources affirment que c'était à Caxton Hall, un petit détail erroné qui se répète depuis 80 ans. Le duc et la duchesse de Devonshire étaient présents. Il y avait aussi des membres de la famille Cavendish, des amis londoniens, des collègues de la Croix-Rouge, et une foule à l'extérieur qu'il a fallu gérer. Joe Jr. l'a conduite à l'hôtel. Il était le seul Kennedy présent dans le bâtiment, d'un côté ou de l'autre d'une famille qui comptait 9 enfants, et un talent certain pour se montrer. Rose n'est pas venue. Joe Sr. n'est pas venu. Jack n'est pas venu. Ses sœurs ne sont pas venues. Quoi qu'il en soit, ce fut 10 minutes à un bureau municipal devant un officier d'état civil, suivi d'une réception, puis de caméras de journaux d'actualité et de photographes de Fleet Street qui savaient exactement ce qu'ils avaient devant eux. 9 jours plus tard, Time publia l'histoire aux États-Unis sous un titre évoquant les Cavendish et les Kennedy, et c'est à peu près à ce moment-là que le mythe est né. Deux grandes familles, une romance en temps de guerre, une américaine devenue marquise. Cela se lisait magnifiquement. Le côté Kennedy de cette histoire se résumait à un télégramme de Boston et à un silence qui dura des semaines. Les propres mots de Rose, tels qu'ils nous sont parvenus, étaient qu'elle était bouleversée, horrifiée et le cœur brisé, et elle cessa d'écrire. Près de 2 mois de silence, au moment même où sa fille commençait un mariage sous les bombardements aériens. Joe Jr. envoya un télégramme à la maison pour défendre sa sœur et, selon la plupart des récits, il reçut très peu en retour. Comptez maintenant les jours qu'ils ont réellement eus. 5 semaines. Puis Billy partit en France avec le 5e bataillon des Coldstream Guards, faisant partie de la Guards Armored Division, et Kik se retrouva seul dans un Londres frappé par quelque chose de nouveau. Les roquettes V1 avaient commencé à arriver en juin. Les Londoniens les appelaient les Doodlebugs, et l'horreur particulière qu'elles inspiraient était acoustique. On entendait le moteur, puis le moteur s'arrêtait, et il y avait alors un intervalle d'environ 12 secondes avant que l'engin ne tombe quelque part. Kik écrivait dans son journal à propos de ce schéma, à propos du fait d'écouter d'abord l'arrivée puis le silence. Elle persévérait. Elle continuait à travailler, faisait tourner le club et lui écrivait. En août, elle fit sa première apparition en tant que Lady Artington à la foire de Bakewell dans le Derbyshire, le district ayant évincé son mari du Parlement en février. Elle prit la parole et elle fut bien reçue, et il vaut la peine de remarquer qui prêtait attention. L'agent politique du duc écrivait à quel point elle serait utile à la famille après la guerre. 6 mois plus tôt, elle avait été un handicap dans cette circonscription, faisant campagne sous un faux nom. À présent, elle était un atout avec un titre, évalué pour une utilisation future. Quoi qu'aient pensé les Cavendish au départ à l'idée d'admettre une américaine catholique, ils avaient commencé à voir la valeur de ce qu'ils avaient acquis. 4 jours plus tard, le 12 août, Joe Jr. monta à bord d'un Liberator rempli d'explosifs.
La mission s'appelait Opération Aphrodite, un projet expérimental consistant à faire voler un avion chargé de bombes vers un site de lancement allemand, puis à faire sauter l'équipage avant que le contrôle radio ne prenne le relais. Il avait déjà effectué les missions qui lui étaient demandées. Il s'était porté volontaire. L'avion explosa au-dessus de Blythburgh, dans le Suffolk, avant que quiconque ait pu sauter. Ses restes ne furent jamais retrouvés. Son nom figure sur le mur des disparus à Cambridge. Il avait 29 ans, et c'est lui qui l'avait accompagné à ce bureau d'état civil 3 mois plus tôt, et il était la seule personne de sa famille à l'avoir soutenu sans condition. Elle rentra chez elle le 16e. Jack l'attendait à son arrivée. Selon le récit d'un livre récent, elle se serait effondrée dans ses bras à l'aéroport, bien que cette scène particulière provienne d'une version ultérieure, et non d'un document rédigé à l'époque. Ce qui est certain, c'est qu'elle était à Yannisport avec sa famille pour la première fois depuis le mariage, et que la raison pour laquelle elle était de nouveau la bienvenue était que son frère était mort. Le chagrin accomplit ce que le mariage n'avait pas pu faire. C'est lui qui lui permit de revenir dans la maison. Elle prévoyait de rester jusqu'au retour de Billy. Le 9 septembre, la compagnie de Billy entra dans la ville belge de Eupen, tenue par des troupes de la Waffen-SS. 6 jours plus tôt, son unité avait été parmi les premières à entrer dans Bruxelles, et il lui avait écrit à ce sujet, à propos de la foule, des fleurs sur les chars, et de son propre sentiment d'être, selon ses mots, si indigne de tout cela, ayant passé la guerre dans une sécurité relative. Il écrivait qu'il avait en permanence une boule dans la gorge, et qu'il aurait aimé qu'elle soit là pour voir cela. À Eupen, il menait ses hommes en avant lorsqu'un tireur d'élite l'a abattu. Il avait 26 ans. Il est enterré à Leopoldsburg, en Belgique, avec le reste des morts de la division. Le télégramme est arrivé à l'appartement des Kennedy à New York le 16 septembre, 1 mois et 4 jours après l'autre. Elle était mariée depuis 4 mois et 12 jours et avait passé 5 semaines de ce temps à vivre avec son mari. Il existe une règle familiale qui est citée dans chaque documentaire sur les Kennedy, et sa propre petite-nièce la répète encore aujourd'hui. Les Kennedy ne pleurent pas. Kik avait grandi avec cette règle. Elle la respectait. Elle sortait dîner. Elle répondait aux lettres de condoléances. Elle écrivait à la mère de Billy. Des amis de cet automne-là décrivaient une jeune femme qui fonctionnait à merveille et qui s'était réfugiée quelque part derrière son propre visage. La réaction de sa mère est la partie qui me semble la plus difficile à surmonter. Et je veux être prudent ici, car les formulations les plus dures viennent de biographes ultérieurs qui avaient un message à faire passer, plutôt que de ce que Rose a écrit à l'époque. Mais le fond de l'histoire ne fait aucun doute. Rose avait passé 1 an à dire à sa fille que ce mariage lui coûterait son âme. Le mariage était désormais terminé. Dans le cadre de pensées auxquelles Rose croyait réellement, le problème avait été résolu, et un biographe résume sa position sans détour. Elle ne regrettait rien. Voici ce que personne dans cette maison ne semble avoir dit à voix haute. Le veuvage n'a rien résolu sur le plan théologique. Un mariage civil avec un protestant ne devenait pas rétroactivement acceptable parce que le protestant avait été tué en Belgique. Aux yeux de sa mère et de son église, Kik restait une femme qui s'était mariée en dehors de la foi. Elle avait payé le prix fort et n'avait eu que 4 mois de mariage, sans aucune absolution. C'est cette cruauté que la photographie dissimule. Pas le tireur d'élite. Le tireur d'élite, c'était la guerre, et la guerre a tué des centaines de milliers de maris d'autres personnes. Ce qui a été fait à Kik, précisément, c'est que les conditions n'ont jamais été renégociées. Elle avait acheté quelque chose à un prix ruineux, la chose avait été détruite, et la dette restait inscrite dans les comptes. Elle resta à Yannisport pendant l'automne, puis elle prit une décision qui montre exactement comment elle percevait sa propre situation. Elle retourna en Angleterre. Pas chez sa mère, pas à Boston, pas dans le domaine des Kennedy où elle avait grandi et où elle était désormais, une fois de plus, une fille respectable tant que personne ne mentionnait le mariage. Elle retourna dans le pays où elle n'avait aucune famille de sang, et elle se rapprocha des gens qui avaient enterré son mari. Les Devonshire l'accueillirent comme si elle était des leurs, car de la seule manière qui comptait pour eux, elle l'était. Elle avait été mariée à l'héritier. L'héritier était mort. Mouchet, la duchesse, l'avait voulu dès le début, et l'avait désormais pour toujours, et les lettres qui subsistent entre les 2 femmes ressemblent à une correspondance entre mère et fille, d'une manière que les lettres de Rosa Kik n'atteignent jamais vraiment. Observez ce que Kik fait de cette position, car c'est ici que l'image de la veuve passive s'effondre. Elle avait désormais un titre, et dans la Grande-Bretagne d'après-guerre, un titre accompagné d'un accent américain et d'argent américain était un instrument inhabituel. Elle prit une maison à Londres et la remplit. Des politiciens, des journalistes, des écrivains, les membres survivants du cercle d'avant-guerre, des Américains de passage. Elle devint une hôtesse, au sens anglais du terme, c'est-à-dire non pas une femme qui organise des fêtes, mais une femme dont la table à dîner est un lieu où les choses se décident. Elle excellait dans ce rôle parce qu'elle avait toujours su animer une pièce et parce qu'elle avait passé 2 ans dans un journal à apprendre qui appelait. Elle avait 25 ans et dirigeait sa propre maison avec son propre argent dans un pays étranger. À cet âge-là, ses sœurs étaient mariées lors de cérémonies catholiques avec tout l'appareil familial présent.
Elle garda aussi sa foi. Cet aspect-là est souvent oublié. Ce n'était pas une femme qui avait renié l'Église pour le fils d'un duc. C'était une femme qu'on avait mise à la porte d'un lieu où elle voulait encore entrer, et elle allait à la messe, elle parlait à des prêtres de sa situation, et il ne semble pas qu'elle ait jamais cessé de croire que le Dieu de sa mère était le vrai. Puis, en 1946, elle rencontra Peter Wentworth Fitzwilliam. Il était le 8e comte Fitzwilliam. Il avait reçu la Distinguished Service Order pendant la guerre. Il possédait Wentworth Woodhouse et une fortune minière de charbon qui s'étendait en dessous. Et il était, selon tous les témoignages, y compris les plus affectueux, un joueur, un charmeur et un homme au passé bien rempli. Il était aussi marié à Olive Plunkett et buvait beaucoup, et au moment où sa relation avec Kik devint sérieuse, il entamait une procédure de divorce. Lynn McTaggart, qui a écrit la première biographie sérieuse de Kik en 1983, l'a exprimé aussi franchement qu'un biographe puisse le faire. Il avait beaucoup d'argent et il était très amusant, et ses chances d'être fidèle étaient nulles. C'est son jugement, pas un document, et il convient de le prendre avec du recul. Ce que nous avons, c'est la propre explication de Kik sur sa façon de penser. Quand on a vu autant de morts en si peu d'années, on arrête de remettre les choses à plus tard. Elle avait vu l'avion de son frère se désintégrer au-dessus du Suffolk et son mari mourir dans une rue belge à 5 semaines d'intervalle. Elle n'allait pas attendre une meilleure proposition. Début 1948, elle est rentrée chez elle pour annoncer à ses parents qu'elle comptait l'épouser une fois le divorce prononcé. Pour Rose, un mariage civil avec un protestant était un péché mortel. Un mariage avec un protestant divorcé était pire à tous points de vue, théologiquement, socialement, et en 1948, politiquement, car Jack venait d'être élu au Congrès dans un district irlandais catholique de Boston, et on parlait déjà de lui comme du candidat de remplacement de la famille pour tout ce que Joe Jr. était censé devenir. Rose menaça de la renier, et ce n'était pas une menace en l'air. Coupé, exclu, plus de noms, plus d'argent, plus de famille. Et remarquez ce que cette menace révèle en réalité. Ce n'était plus vraiment une question d'âme pour Kik, car Rose ne pouvait pas sauver une âme en supprimant une pension. Il s'agissait de ce qu'un scandale de divorce associé au nom Kennedy provoquerait à Boston. La famille qui, en 1944, lui disait que les enjeux étaient éternels, était arrivée en 1948 avec des enjeux devenus électoraux. Joe Sr. était différent, et c'est là que réside la complication morale dont cette histoire a besoin. Cet homme était un adultère en série qui avait autorisé la lobotomie de sa propre fille, et il était aussi le parent qui aimait le plus Kik et la considérait comme une personne dotée de jugement. Il ne l'a pas menacée. Il a examiné si un compromis avec l'Église pouvait être possible, et lorsqu'elle le lui a demandé, il a accepté de la rencontrer, elle et Fitzwilliam, à Paris au Ritz, le samedi 15 mai 1948, pour en discuter. Cette rencontre était l'enjeu principal. La bénédiction de Joe signifiait que l'argent restait, que la famille restait, et que Rose pouvait être gérée. Kik le savait. 2 jours avant, elle et Fitzwilliam décidèrent d'aller d'abord à Cannes. C'était un détour, quelques jours sur la Riviera avant la conversation qui allait décider de sa vie. Ils affrétèrent un de Havilland Dove depuis Croydon le 13. Il y avait du mauvais temps au-dessus de la vallée du Rhône, un orage que le trafic commercial contournait. Ils ont volé droit dedans. L'appareil s'est disloqué au-dessus de l'Ardèche et s'est écrasé sur une montagne près de Saint-Beauzile, au-dessus de Privas. Kik, Fitzwilliam, le pilote Peter Townsend et l'opérateur radio Arthur Freeman ont tous été tués. Elle avait 28 ans. Son père, déjà en Europe, est descendu pour l'identifier. Maintenant, regardez la machine se mettre en marche. Personne d'autre n'est devenu. Ni Rose, ni Jacques, ni aucune de ses sœurs. Joe Sr. était le seul membre de la famille Kennedy présent à la messe de Requiem à Londres et le seul à l'enterrement à Edensor, le village du domaine de Chatsworth, le 20 mai. Fitzwilliam avait été enterré à Wentworth la veille. Les raisons invoquées varient et la plupart sont rétrospectives. Rose semblait prostrée. Voyager en Europe en 1948 n'était pas simple, mais les faits étaient sans équivoque, le même qu'en 1944 à la mairie et que la famille reproduirait avec Rosemary pendant 30 ans. Quand une femme Kennedy devenait un problème insoluble, la famille cessait tout simplement de se présenter. Alors ce sont les Cavendish qui l'ont enterré. C'était leur village, leur cimetière, leur tailleur de pierre. Une famille protestante a offert à une fille catholique une messe catholique, puis l'a enterrée parmi les ducs. Et Mouchet a choisi les mots gravés sur la pierre. Lisez-les. À la douce mémoire de Kathleen, 1920 à 1948, veuve du major le marquis de Hartington, tué au combat. Fille de l'honorable Joseph Kennedy, ancien ambassadeur des États-Unis en Grande-Bretagne. Joie elle a donné, joie elle a trouvé. Il n'y a pas de nom de famille dessus,
ni Kennedy, ni Cavendish. Elle est entièrement identifiée par deux hommes, dont l'un fut son mari pendant 4 mois et l'autre le seul parent venu. À la maison, la famille a classé le dossier. Il y a eu un décès. Il y a eu un avion. Il y a eu une tragédie. Il n'y avait pas de Fitzwilliam, et il n'y aurait pas de Fitzwilliam pendant des décennies. L'histoire était trop dangereuse pour la circonscription d'un membre du Congrès. Les mémoires de Rose, Times to Remember, publiées en 1974, sont un livre chaleureux et soigneusement écrit, mais c'est aussi une œuvre de construction. Et ce que cela construit autour de Kik, c'est une fille bien aimée, un mariage en temps de guerre, un accident en France. Rose a vécu jusqu'à 104 ans. Elle a survécu à presque tous ceux qui auraient pu la contredire, et elle a donné les interviews, et les enregistrements sont allés dans la bibliothèque présidentielle qui porte le nom de son fils. Cela aurait dû être la fin de l'histoire. Ça ne l'a pas été, et la raison en est la chose dans laquelle Kik excellait discrètement depuis ses 18 ans. Elle gardait les gens, elle gardait les lettres. Elle a passé sa vie au cœur de la machine médiatique. Un emploi dans la presse, une mission à la Croix-Rouge, une élection partielle, une table londonienne où les journalistes se retrouvaient, et elle a laissé derrière elle une immense trace documentaire entre les mains de personnes qui n'avaient aucune raison de protéger la version des Kennedy. Les papiers des Devonshire à Chatsworth, ses propres lettres et journaux intimes qui sont allés à la bibliothèque de Boston. Des amis anglais qui ont parlé aux biographes dans les années 1980, puis à nouveau en 2016, lorsque le travail de MacTaggart a été suivi par les livres de Barbara Leaming et Paula Barnes, tous deux fondés sur ces archives. Rose contrôlait ce que Rose pouvait atteindre. Elle ne pouvait pas atteindre le Derbyshire. Et il y eut un dernier acte de discrète reconquête qui vint de son frère. Le 29 juillet 1963, 4 jours après le voyage en Irlande qui a donné lieu à certaines des images les plus célèbres de sa présidence, le président des États-Unis a fait atterrir un hélicoptère dans un champ derrière le cimetière d'Edensor. Les villageois sont sortis en manches de chemise et en pantoufles pour regarder. Il a traversé un pont que les ouvriers du domaine avaient construit pour lui. S'est tenu quelques minutes devant la tombe de sa sœur avec sa sœur Jean, ainsi que le duc et la duchesse, et a déposé des fleurs qu'il avait apportées d'Irlande. Il est malheureusement décédé 4 mois plus tard. 15 ans après que la famille eut refusé d'assister à ses funérailles, le Kennedy le plus puissant encore en vie a traversé un océan pour se tenir dans un cimetière anglais. Et environ 25 personnes ont applaudi poliment lorsqu'il est remonté dans la voiture. Revenez maintenant à la photographie prise sur les marches du bureau d'état civil. Vous pouvez toujours l'interpréter comme une histoire d'amour, et vous n'auriez pas tout à fait tort, car ils étaient amoureux, et les lettres le prouvent. Mais regardez qui tient son bras et qui manque sur la photo, et comprenez que les 10 minutes passées à l'intérieur de ce bâtiment furent les 10 minutes les plus chères de sa vie, et qu'on lui a fait payer ce prix des deux côtés, par un mari qui n'a pas voulu accepter l'exemption de son propre père, et par une mère qui, jamais en 4 ans, n'a proposé de baisser le prix. Les Kennedy ont gardé le nom et perdu l'histoire. Le mariage de Kik a duré 4 mois et 12 jours. La famille dans laquelle elle s'est mariée veille encore sur sa tombe.